Elles ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiées, voire statufiées. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Sophie Forte. Mesdames, votre mari c'est Thiol. Le grand fauve rugissant qui vous faisait grimper au rideau du matin au soir n'est plus qu'un gros chat ronronnant à qui on aurait ôté l'essentiel. Ce galant homme prévenant qui vous invitait à dîner au champagne et qui vous tenait la main en vous susurrant des « je t'aime » jusqu'à 4 h du matin n'est plus qu'un tas de viande, un roteur de bière qui reste prostré et avachi dans son canapé après une journée de bureau. Tout est perdu. Vous ne voyez qu'une solution, le gaz. Eh bien non, réagissez, faites comme moi, prenez un amant. Merci qui? Merci Sophie. Tout le monde en a parlé à retrouver Sophie Forte au cœur de Paris, tôt le matin, en plein petit déjeuner familial et en chaussons. J'ai tué des rats parisiens. Il y en avait plein à la cave, je me suis dit je vais me faire des petits chaussons. C'est chic, hein? Non, tu vas pas remettre ces vieilles baskets s'il pleut. C'est pas des vieilles baskets. C'est le concert du matin. Elles ont oublié leur sac, toutes les deux. C'est tout le temps la course. Ça rend dingue. Vite. Du rouge à lèvres pour avoir l'air normal. C'est donc d'un pas rapide que la famille au complet part pour l'école. Le vendredi surtout, nous allons boire un coup avec les copains. Ah là, je sais pas qui viendra ce matin, mais on a rendez-vous au Pic Club. La vie de quartier est une chose précieuse pour Sophie et son mari, l'occasion aussi de passer devant un lieu qui a marqué sa vie. Point virgule, j'y suis restée des années. C'était nos débuts là, les premiers sketchs, tout ce que j'ai commencé, tester les chansons, tout s'est passé ici. Mais retour au présent, tous les vendredis, Sophie retrouve plusieurs autres parents d'élèves pour parler de la vie et s'entraider. Les enfants aiment bien se retrouver, donc on s'arrange voilà, soit pour des gares, soit pour les emmener ensemble voir des spectacles, faire des choses dehors. Et du coup, voilà, on s'organise avec plusieurs mamans. Allez, il est temps d'aller travailler. Comédienne, humoriste, mais aussi chanteuse, elle prend la direction des Yvelines où elle se produit. Journée bien chargée en vue. Alors aujourd'hui, je joue 2 fois le même spectacle. Donc, ce sont des chansons pour les petits et les grands enfants. En fait, c'est du tout public. Ce sont des chansons qui parlent de sujets de la vie, de sujets qui touchent tout le monde, de la mort, de l'adoption, du divorce, de l'homosexualité, plein de choses. Des questions qu'elle-même, en tant que maman, a dû aborder avec ses enfants. Elle essaie désormais d'y répondre à travers ses chansons et ses spectacles éducatifs et ludiques. C'est bel et bien moi. Partout où je vais, il y a des trucs à bouffer. Donc, comme ils sont sous mon nez, je ne peux pas m'empêcher. Je les mange. Hello! En haut de l'affiche. Place aux répétitions et à la préparation de son accessoire fétiche. Je me voyais déjà. J'ai un petit sac à dos dans lequel j'ai un petit pull rouge qui est mon doudou et un jazz-flûte qui est mon instrument fétiche et des faux papiers. Des papiers parce que c'est un spectacle aussi qui parle de l'intégration, à vrai dire. Il est l'heure de monter sur scène pour le premier spectacle de l'après-midi avec des classes d'école primaire.
génial après, c'est de leur faire des bisous. Même s'ils sont pleins de poux. Finalement, c'est moi qui ramène les poux à la maison maintenant, c'est plus mes enfants. Attendez, non parce que là c'est irrésistible, hein. J'ai vraiment très envie de monter avec vous sur scène. Je peux venir? Je suis Titi, je suis Mimi, je suis timide. J'en ai les mains toutes humides et je me sens... Pendant plus d'1 heure, elle chante et grimace au rythme de ses musiciens. Je tape sur ma brosse, la mousse à raser le papa. Et après le spectacle, c'est encore auprès des enfants qu'elle aime être. C'est sympa de leur dire au revoir, ils sont trop mignons. Puis souvent, ils en reviennent pas de me voir là d'un coup, alors ils sont tout intimidés. C'est super. J'ai perdu le sommeil, hein, mais où l'ai-je mis? En attendant la 2e séance, c'est toujours en chanson qu'elle répète un nouveau spectacle. Boulimique de travail, peut-être, de bonne humeur, assurément. L'après-midi. Et maintenant, la lumière se rallume sur Sophie Forte. Sophie, bienvenue sur le plateau, tout le monde a parlé. Merci. Vous êtes née le 7 mars 1964 à Lyon, père chauffeur de taxi, devenu artiste peintre. Oui, une belle histoire. C'est génial. Il était en dépression parce qu'il avait cassé la figure à un client. Ouais. Alors il bougeait plus de son canapé, il voulait plus entendre quoi que ce soit. Et ma mère savait pas comment le sortir de là. Un jour, elle a craqué, elle lui dit: écoute Max, fais quelque chose de ta vie, tu vas pas rester avachi comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Tu savais peindre quand tu étais jeune, fais-nous un petit tableau. Ouais. Il dit: oh, ça m'emmerde. Mais fais un petit tableau, regarde, on le mettra sur le mur. Il fait un petit tableau, elle le porte à un copain encadreur. Il y a un galeriste qui passe, il dit: qu'est-ce que c'est que cette merveille? J'achète. Il est devenu un peintre incroyable, il a eu sa propre galerie, il a voyagé. Ah ouais. Les tableaux sont partis dans le monde entier, il a eu des prix pas possibles. C'est fou la vie, non? On a changé de vie, mes parents ont eu de l'argent, on est passé d'un 40 mètres carrés à un 250, c'était complètement fou. C'est fou. Alors votre mère avait débuté comme modiste, ensuite elle a eu plusieurs magasins de robes de mariée et de cérémonies, et puis après une galerie de peinture pour exposer les tableaux de votre père. Voilà. Voilà, c'est incroyable. Alors vous grandissez au quartier de la Croix-Rousse. Enfants solitaires, vos parents sont souvent absents et vous considérez vos doudous comme des êtres vivants que vous mettez en scène. C'est vrai. Vous s'ennuyez quand même, hein? Oui, c'était mes premières pièces de théâtre. Ah oui. Alors, quand vous allez au magasin de votre mère, vous enfermez dans l'arrière-boutique au milieu des robes, des fanfreluches, des diadèmes, et ensuite faites des défilés dans la rue avec des copines. Ah oui, c'était la caverne d'Ali Baba là-dedans. Parce qu'elle avait des robes de cérémonie aussi pour enfants, pour les petites demoiselles d'honneur. Bien sûr. Donc on avait des robes de princesse, c'est extraordinaire. Ouais. Ça brillait de partout, on devenait folle. Et alors quand il y a un garçon qui passe dans la rue, vous l'enrôlez et vous faites des défilés de mariage, quoi. Oui, je me suis mariée plein de fois. Voilà. Hein. J'ai eu des tas de maris. J'avais 7 ans. Vous êtes timide, introverti. Vous avez un problème de communication avec les gens, donc vous découvrez à ce moment-là qu'en fait, il faut faire rire pour vous faire aimer, quoi. C'est là que vous avez compris ça. Comme ça, on m'aimera, on s'intéresse à moi, et puis j'aime ça. Oui, bien sûr. Alors, vos premiers modèles, c'est Henri Salvador, c'est Carlos, et puis des séries télé, Amicalement Vôtre, Ma sorcière bien-aimée, enfin voilà, c'est votre culture d'enfant. Années 70, les chanteurs pour enfants à l'époque, voilà, c'était Henri. Alors, votre vocation d'entertainer est assez précoce. Un jour, à 7 ans, vous êtes en vacances dans un hôtel avec vos grands-parents. Vous regardez dans le salon un film d'action avec d'autres clients. La télé tombe en panne. Et là, vous vous plantez devant le poste et vous continuez le film. Vous faites un triomphe. Ouais, mon premier triomphe. Voilà, c'est bien, non? Vous vous souvenez du film? Non. Ah bon? C'était un film d'action et ça pétaradait dans tous les sens. Les gars se planquaient derrière des voitures. Je me suis dit, vas-y, lance-toi, tu vas pas laisser ces pauvres gens comme ça. Alors, à l'école du Sacré-Cœur des Chartreux à la Croix-Rousse, là, vous chantez La Bonne du Curé, Danny Cordy à la récré. Ah oui, j'adorais ça, ça me valait des heures de colle, c'était terrible. Les bonnes sœurs, ça ne Les bonnes sœurs, ça les rendait dingues. Alors, quand vos parents déménagent au centre de Lyon, vous êtes scolarisé à Saint-Marc, dans une école de jésuites, où vous allez rester jusqu'au bac. Absolument. Alors, après le bac, vous faites une fac de langue, anglais, espagnol, mais vous décrochez très rapidement pour suivre des cours d'architecte d'intérieur. Ouais. Le problème, c'est que c'est très difficile de vous lever le matin pour aller dessiner des traits droits au Rotring,
parce que vous avez passé la nuit dans un bar que vous avez découvert, rue Mercière. Bah, je faisais la fête, hein. J'adorais ça. Ouais. J'étais un oiseau de nuit et puis le matin, c'était terrible. Très difficile. Très difficile. Oui. Alors, vous commencez à travailler quand même dans un cabinet d'architecture d'intérieur. Oui. Mais le patron s'aperçoit rapidement que vous n'êtes pas faite pour ça. Non. Il voulait vous faire voir ailleurs. Il dit, c'est pas votre truc, ça se sent. Tentez votre chance. Ça, c'est bien. Tant que vous êtes jeune. Ouais. Ça, c'est formidable. Non, mais vraiment parce que je faisais rire tout le monde. Alors, Ouais. je perturbais forcément. Vous dansiez sur les tables. Je dansais sur les tables, je chantais des musiques, c'est pas possible. Plus personne ne fout rien dans ce cabinet. Ouais. Partez. Allez-y, vous avez Allez-y. 23 ans, 22 Bah oui. ans, tentez. Vous le prenez au mot, Ouais. vous plantez vos parents et votre fiancé. Oui, mon pauvre fiancé de Le l'époque. pauvre. Vous ne l'avez plus jamais revu. Non. Il est J'ai resté eu à des Lyon. nouvelles, il est instit. Oh là là. Lyonnais. 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 Alors voilà, vous montez à Paris. Ouais. Alors là, vous réussissez le concours d'entrée au cours Simon. Vous vous installez dans un petit hôtel pas cher et vous vous dites, je refoutrai jamais les pieds à Lyon, quoi. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, j'étais coincée à Lyon. Ouais, Et puis tous ouais. les gens étaient coincés aussi, ça m'énervait. Ouais, Et c'est puis à bien. Paris, des gens de toutes sortes qui arrivaient, de toutes les cultures. C'était formidable, je me sentais à ma place. Alors, pour payer vos cours, faites des petits boulots. Vous êtes clown à domicile, Ah oui, j'ai tout fait. architecte au noir quand même, Bah oui, quand même, ça servait à quelque chose, ces études. coiffeuse chez vous. Oui. C'est parti d'un malentendu. Ouais. En fait, il y a une fille, un jour, elle me dit, dis donc, c'est toi qui coupes les cheveux? On m'a dit que tu coupais les cheveux. Je dis, oui, oui. Elle me dit, mais où? Je dis, chez moi. Elle est venue, j'ai coupé. Elle était ravie, tout le monde est venu. Et ben voilà. Et comme ça, tous les cours Simon se faisaient coiffer à la maison. Alors, vous êtes aussi chanteuse dans des restos, vous chantez Boris Vian. C'est quand même, vous dites, l'amour absolu de ma jeunesse. Oui, Vian, hein. Ouais. oui, c'est la grande révélation pour Ouais. moi, autant dans l'écriture que l'écriture Ouais. des chansons, autant livre que chanson. Alors, 2 ans plus tard, concours de fin d'année du cours Simon, et vous faites Maude dans Harold et Maude, Oui. et vous gagnez le prix. Ouais, incroyable. C'était Formidable. mon premier rôle dramatique. Ouais. J'avais toujours fait du comique. Ouais. Et ça vous donne droit à une 3e année gratuite quand même. Voilà, c'était la bourse. Alors bien. j'ai pu rester un an de Je suis obligé de faire tous ces petits boulots. Non, cool. Alors ensuite, vous allez au petit conservatoire de Mireille. Vous donnez à ses copines, hein. Elle vous invitait à prendre le Oui. thé chez elle et tout. Elle m'aimait bien. Elle me disait, Ouais. ah, vous pourriez être ma fille. Elle me disait, heureusement que vous chantez vos chansons vous-même parce que personne ne le fera pour vous. Toujours charmante. Ouais, toujours. Alors elle vous branche sur les cabarets, hein. Ouais. Voilà. Et vous vous retrouvez chez ma cousine à Montmartre. Voilà. Là, vous chantez du Vian, évidemment, Ouais. mais aussi du Gainsbourg, Gainsbourg. du Bobby Lapointe. Et puis, vous finissez par chanter vos propres chansons. Petit à petit. Petit J'osais à pas tellement au début. Hein. Faut dire que c'était toujours des histoires bizarres. Il y avait des sourds-muets qui s'agitaient à la fenêtre, puis finalement ils tombaient. Alors c'était Ouais. leur premier cri, mais le dernier malheureusement. Ouais. C'est toujours des histoires un peu glauques. Ouais. Et bon, je testais des petites choses, doucement. Vous faites plusieurs cabarets par soir, parce qu'à l'époque, c'était l'habitude. Hein. Ouais. On passait d'un cabaret à Ouais. l'autre. Et un jour, vous passez une audition aux Trois Maillets. Vous êtes engagé aux Trois Maillets. Pire souvenir. Et vous êtes programmé le lendemain à minuit. Le lendemain, vous arrivez très en avance et vous commencez à picoler. Ouais, mais j'avais un trac dingue. Ouais. Il fallait boire. Hein. Ouais. C'était la seule solution. Ouais. Malheureusement, trop. Voilà. J'ai trop bu. Quand vous montez sur scène, c'est une catastrophe. Catastrophe. Le gars, il jouait un truc et j'en chantais un autre. Et je me suis fait huer. Ah oui. Et je voyais le patron au loin qui faisait... Et puis voilà, et puis un jour, donc au point virgule, vous rencontrez ceux qui vont vous faire votre première télé. C'était La Classe, La classe. présentée par Fabrice. Tout à fait. Ouais. Comment ça s'est passé? Mais en fait, j'avais un copain qui m'avait dit, viens voir la classe, tu vas voir, il y a plein de gens sympas. Et je l'avais accompagné. Et ce jour-là, il manquait quelqu'un. Alors, il y avait Laure Choubarou qui faisait les auditions. Et mon copain dit, la petite, là, elle est drôle. Elle commence, elle fait des sketchs. Alors, Choubarou a dit, venez, on descend, on va dans la salle de maquillage, vous allez me faire un truc. J'ai dit, mais non, mais elle dit, faites-moi un truc. Alors, je lui fais un truc. Très bien, allez vous maquiller, allez. Voilà. Hop, ça y est, comme j'ai même pas eu le temps d'avoir peur, Ouais. c'était ma première télé. Voilà. Et après, donc vous avez travaillé avec Laurent Ruquier, Longtemps, Christine oui. Bravo, Oui. dans la baignoire, dans Foufrou. La fameuse baignoire. La fameuse baignoire, c'était incroyable. Votre idée. Oui. Votre idée. Ensuite, Patrick Sébastien, Michel Drucker, enfin vous allez faire 15 ans de télé. Eh oui. Alors là, vous devenez effectivement très connu. Quelles ont été les réactions de vos parents à ce moment-là? Ils étaient très fiers, mes Ouais. parents. Ma maman était très fière et elle gardait tout, maman. Elle enregistrait tout, elle gardait les coupures de journaux, Ouais. tout ça. Elle faisait des vrais petits books avec. Et Ouais. elle était très contente, très contente. Elle me poussait, elle m'encourageait tout le temps, ma mère.
Et vos amis de Lyon, vous les avez plus jamais revus alors? J'en ai gardé. Ah, quand même. Oui. Ma meilleure amie d'enfance est toujours ma meilleure amie. Ah oui, ah, mais ça c'est bien. Ouais. Le fiancé non, mais elle oui. Le fiancé non, un peu moins. Comment ça s'est passé avec les médias? J'étais bien aimée. J'ai eu des jolis rapports avec tous les gens avec qui j'ai travaillé. Ouais. Et je suis restée en bon terme. C'est vrai. Avec tout le monde. Vous avez gagné de l'argent à l'époque de la télé? Oui. J'ai commencé à gagner de l'argent d'un coup. Ah ouais? Très vite. Et d'être connue très vite aussi. Ouais, Alors oui, c'était fou. Parce que d'un coup, la télé, et les gens nous reconnaissaient dans la rue le lendemain d'une émission. C'était complètement incroyable. Et c'était merveilleux. Et gagner de l'argent, oui, heureusement, j'en ai mis un peu de côté pour avoir un toit. Vous en avez gardé un peu? Un toit aujourd'hui. Ben, j'ai acheté un appart, en fait. Très bien. Voilà, c'est mon côté petite souris. Le reste a été bu. D'accord, oui. Et rebu. Et l'amour? Vous avez rencontré le grand amour à ce moment-là? J'ai rencontré mon mari. Ah oui, le grand amour. Voilà, il y a 13 ans. Ah oui. Et nous avons 3 enfants. Ah oui, donc c'est une affaire qui roule. Pour le moment, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Quel a été le meilleur moment de cette époque? J'ai adoré Rien à cirer, qui commençait à prendre une ampleur incroyable, parce qu'on était des petits rigolos qui avions une émission, ça débutait, Laurent était à ses débuts, on rencontrait des gens de toutes sortes, des imitateurs, des chroniqueurs, c'était super. Et puis d'un coup, ça a pris. Et il y avait un engouement incroyable, il y avait plein de gens qui venaient, nous suivaient en tournée. Bien sûr. C'était formidable. Et le pire moment de cette époque? Il y avait des choses difficiles, c'est que je me rendais compte que pour faire rire, souvent, j'étais un peu obligée d'être tirée vers le bas. Je sais pas comment vous dire. Moi, j'avais envie de faire des choses plus absurdes, peut-être plus poétiques, comme je fais un peu plus maintenant, ou plus dramatiques. Et toujours, j'étais obligée, forcément... La télé ou la radio, oui. C'est comme ça, c'est les grosses vannes, c'est les trucs, c'est un peu des trucs de cul, bon... J'en avais marre, je trouvais ça difficile. Au début du 21e siècle, vous décidez de changer de registre. Vous dites, j'étais enfermé dans le rire à tout prix. J'adore faire rire si je veux et quand je veux. C'est vrai. Voilà. Donc vous refusez de devenir un forçat du rire. C'est vrai, j'étais plus à ma place. Ouais. Je l'ai fait, j'ai appris énormément. Je regrette pas, c'était très intéressant. J'ai rencontré des gens formidables. Mais il me manquait autre chose, une autre dimension que j'ai trouvée. Mais... Au théâtre, maintenant, dans la chanson, enfin, voilà, vous avez tourné la page, en fait. Un peu, oui. Je pense pas que je referais du one-woman show, en tout cas. Voilà, ça c'est sûr. Et puis c'est dur d'être seule en scène, c'est trop dur. Non, ça c'était très difficile. Moi j'aime partager. Je suis une partageuse, moi j'ai l'esprit d'équipe. Vous avez bon cœur. Ouais, je me marre, j'aime les gens, j'aime bien les gens. Alors tout seul, c'est glauque. Enfin, au bout d'un moment, je devenais zinzin, je pouvais plus. Ah non. Mais vous êtes nostalgique aujourd'hui de l'époque de Rien à cirer, de Froufrou, de toutes ces émissions? Oh non, j'adore y penser, mais je suis pas nostalgique. Non. Je regrette pas de pas être restée à faire ça. Si c'était à refaire votre vie, Sophie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? J'arrêterais moins net les choses. Je suis assez radicale, moi. C'est-à-dire, quand vous avez décidé de tourner la page, c'est du jour au lendemain. Ça y est, ça s'arrête. Là, vous vous retrouvez chez vous, en train d'attendre qu'on vous appelle, parce que c'est quand même un métier où on vit du désir des autres. J'ai arrêté la télé brutalement. Je le regrette parfois. Je me dis, bon, j'aurais pu encore continuer tout ça. C'est juste que peut-être un rythme un peu moins soutenu. Un peu moins soutenu, mais oui, mais c'est difficile. Oui, quand ça marche. Quand ça marche, et quand on est dans une émission, ou même comme l'émission Rien à cirer, on écrit énormément. On y va 4 fois par semaine, mais ça nous prend le cerveau. C'est incroyable ce que ça peut nous omnubiler toute la journée. On pense à ce qu'il faut écrire le lendemain. Et quand on a fini un sketch, déjà, il faut penser à l'autre. Alors, ça, j'avais plus la liberté là, à ce moment-là. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Encore bravo. Merci Sophie, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. J'accueille le doc. Jusqu'où peut-on aller dans une émission de radio? Aux yeux des jeunes rassemblés cet après-midi devant Fun, c'est la liberté de parole qui est en jeu. Kermesse impromptue pour signer des pétitions et soutenir les 2 animateurs dont un médecin par qui la polémique est arrivée. C'est super gentil, continuez à nous soutenir, on a vraiment besoin de vous. L'émission en question s'appelle Love in Fun, forum quotidien qui donne la parole aux auditeurs sur leurs problèmes essentiellement sexuels. Vous poser une question?
L'audience bat tous les records, le ton est libre, très libre, et les conversations souvent très crues, assez en tout cas pour que le CSA dénonce une dérive et demande la suppression des conversations en direct sur la sexualité, autant dire l'essence même de l'émission. Il y a quand même des termes assez crus qui sont dits à l'antenne. C'est les termes. Comment vous parlez, vous? Non mais comment vous parlez, vous? Parce que ce n'est pas du sensationnel, ce n'est pas pour faire du spectacle. Il s'agit de gens qui appellent parfois avec de réelles détresses, qui sont mal dans leur vie et qui disent ça avec leurs mots. Les dirigeants de Fun Radio qui souhaitent un grand débat veulent aller jusqu'au bout, continuer l'émission telle qu'elle est ou fermer la radio. Tout le monde en a parlé à retrouver Christian Spitz, alias le Doc, dans le sud-ouest de la France, au cœur de la campagne toulousaine, où il vient régulièrement se ressourcer. Voilà, bonjour, vous pouvez rentrer. Je viens ici environ tous les 2 mois, une semaine. Je travaille 7 jours sur 7, à Paris donc. Et après je m'arrête parce qu'il faut que je m'arrête, c'est important. C'est effectivement loin de l'agitation parisienne qu'il retrouve sa femme et ses 4 enfants, en pleine nature, entourés de chiens et de chevaux. Maya, ça c'est mes chevaux, vous entendez? On va dire bonjour aux chevaux. Zafira, Rabat et Kéros. Mais même à plus de 600 km, le pédiatre reste toujours joignable pour ses patients. Maintenant, ce qui se fait, c'est donner du BHA, parce que c'est un contrat de confiance qui s'établit entre vous et les patients. C'est la magie du portable. C'est-à-dire, même si je suis au bout du monde, je pourrai répondre. Et je répondrai. J'ai toujours travaillé comme ça. Au début, il y avait 2 maisons, une maison là et un bâtiment là. On a rejoint les 2. Donc c'est assez grand, comme vous pouvez le voir, effectivement. J'ai conscience que c'est grand. Alors là, c'est un endroit où je me suis amené de quoi travailler et lire. J'amène beaucoup de choses. Et j'arrive jamais à faire tout. Mais c'est agréable parce qu'effectivement, c'est calme. Puis comme il y a beaucoup de place, avec les enfants, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et quand il est ici, tout est bien-être et plaisir. Il a d'ailleurs ses habitudes du midi dans le bistrot gourmand d'un ami. Voilà, vous voyez comme c'est sympa. Hein, c'est ici qu'il faut venir. Hein. Moi, je rappellerai tout à l'heure parce que là, c'est pas... Intéressant, cultivé, intelligent, ouvert, humaniste. Allez, on y va. Voilà, un restaurant bien sympa. L'après-midi, il retrouve Christophe qui gère la propriété et les animaux en l'absence du doc. Voilà, il aime beaucoup les animaux, c'est surtout par passion des animaux qu'il est là, n'est-ce pas? Hein, Christophe? Oui, c'est surtout par passion. Oui. Alors là, on a enlevé le quota. Viens, on va voir ce que tu as, voir si t'es... Allez, marche. 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 Allez, hop. On va l'attacher, on va le brosser. Le vétérinaire n'a rien dit. Et c'est à cheval que Christian Spitz aime terminer sa journée. Allez, marche. N'aie pas peur de ça. Voilà, marche. Allez, hop. Bon, ben voilà, on va aller se balader un petit peu avec Kéros. On va essayer de le tester juste avant de rentrer à Paris. Voir la campagne. Désormais loin des émissions radio, il peut se consacrer à ses proches, à ses patients et à ses animaux, bien sûr. Et maintenant, la lumière se rallume sur le doc. Docteur Spitz, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 4 juillet 1950 à Besançon, dans le Doubs. Père, médecin de campagne. Mère, mère de famille. Et vos frères, médecins de campagne aussi. Donc c'est vraiment une tradition familiale, la médecine, chez vous. 4 médecins, ma sœur est psychiatre. Ah oui. Alors, enfance à la campagne, à Combeau-Fontaine, dans la Haute-Saône, où votre père exerce. Milieu catholique, gaulliste, animé de principes très stricts. Oui, ça c'est clair. Et vous n'avez qu'une envie, c'est partir, quoi. Clairement. Clairement. Et je ne trouvais pas les moyens. C'est-à-dire, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon bac. Et c'était, pour moi, la porte de la liberté. Essentiel. Je voulais partir parce que mon père, je l'ai su après, je l'ai deviné, était un vrai tyran domestique. Je ne sais pas s'il me regarde, il va dire que je suis horrible, mais c'est la vérité. Et donc, on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire que, par exemple, il allait se coucher à 8h30, c'était un médecin de campagne, il se levait tout le temps la nuit, il était tout seul. Donc, il se couchait à 8h30 le soir. Donc, il fallait que nous, on aille se coucher. On ne pouvait pas rester dans la maison. Bon. En revanche, on avait des libertés. Il nous donnait des bagnoles. À 18 ans, j'ai eu 2 bagnoles. Mais bon, voilà. C'est vrai que c'était...
écouter, apprendre le respect. Je crois que de tout cela, j'ai eu le sentiment que leur attitude, et bon, je ne vais pas les critiquer parce que j'ai fait une analyse depuis, donc tout va bien, j'ai métabolisé tout ça, c'est que ça manquait totalement de respect, de mon intimité, de ce que j'étais. Je pouvais dire des histoires terribles. Une fois, j'avais une histoire à 16 ans et demi, une histoire d'amour ridicule. J'avais écrit une lettre à la fille. Donc, par précaution, mon père, évidemment, arrive là-dessus, scandale, je déchire la lettre. Parce que je ne veux pas qu'il lise ça, j'ai pas pu donner. Et il est allé dans sa chambre, la recoller morceau après morceau pour aller. Ah mon Dieu, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué à vie parce que je dis c'est pas possible. Et ça c'est ce qui m'animait, c'est-à-dire c'est une intimité et le respect de l'autre. Ça me paraît quelque chose d'absolument essentiel. Alors vous allez à Besançon. Et ensuite à Paris, en accord avec vos parents, parce que vous étiez fiancés. Paraît-il. Oui, j'avais inventé cette connerie. Ah bon? C'est clair qu'il m'est apparu très rapidement que c'était pas la bonne voie. Alors, vous dites que c'était pour vos parents une façon de reconnaître votre sexualité, de l'accepter, parce que dans la famille, le sexe était assez tabou quand même. C'était l'horreur. C'est-à-dire que c'était paradoxal. Ils parlaient, la sexualité était omniprésente par l'interdit. Voilà. Elle était là, mais pas présente. D'ailleurs, vous avez eu votre premier rapport sexuel à l'âge de 20 ans. Oh, vous savez tout, voilà. C'est incroyable, où est-ce qu'il a su tout ça? C'est exact, ouais. Mais c'est vrai, oui. C'est drôle. Non, c'était l'horreur, parce que quand j'y réfléchis, sans un mot, incapable de parler, enfin, non, c'était sortir de là. Alors ensuite, bon ben voilà, vous êtes pédiatre, vous exercez à Paris. Oui. Et c'est là que Benoît Sillard, le PDG de Fun Radio dont vous soignez les enfants, vous propose de participer à Love in Fun. Radio Libre, pour moi, c'était quand même un espace encore un peu libre, qui ne l'est plus maintenant vraiment, mais ça c'est autre chose, et où on pouvait encore faire des choses extraordinaires, où en même temps on n'était pas embêté, ça avait un petit côté confidentiel. Alors l'émission devient vite un vrai phénomène de la bande FM, vous vous retrouvez sous les feux des projecteurs. En 1993, vous êtes omniprésent sur les plateaux de télé, vous êtes devenu le spécialiste des jeunes. En mars 1994, l'émission fait l'objet d'une controverse entre Fun Radio et le CSA. On vous accuse de complaisance pour les perversions sexuelles, on parle d'interdiction, ou tout au moins de pré-enregistrement. Résultat, les jeunes descendent dans la rue, les JT font la une, et heureusement, le ministre de la Communication de l'époque, Alain Carignon, intervient auprès du CSA pour régler le problème. Donc cette émission est un phénomène national. C'est un phénomène national. En fait, le CSA voulait que je fasse l'émission tout seul, enregistrée. Voilà. Donc j'ai refusé parce que ça cassait tout le format. Et alors, effectivement, bon, Carignon, mais surtout, c'était la parole de Balladur, je peux la dire, parce qu'elle m'a été rapportée. Il avait dit avec son air toujours comme ça, c'est pas une mission un peu salace. Oui, ça m'étonne pas, oui. C'était très drôle. Alors après cet épisode, l'émission continue, donc, mais avec une audience encore plus forte, évidemment, parce que tout le monde... Là, c'était regrettable, parce que là, il y avait trop de publicité. C'est une mission pour les jeunes qui restait confidentielle, avec quelques personnes. Là, tout le monde écoutait. J'avais tout le monde sur le dos, l'extrême droite sur le dos, qui m'en voulait, qui badigeonnait mes murs. Alors, c'était You Don't House, les trucs horribles. Bon, bref, des attaques, même des menaces par téléphone, parce que j'étais devenu le diable. Le Pen disait oui, des jeunes nous rejoignent dans ce mouvement, c'est à cause d'eux, parce que finalement, c'est tellement horrible ce qu'ils font. Voilà. Alors, bon, c'est ça qui était complètement ridicule, alors que jusque-là, on avait été une bonne audience suffisante de jeunes pour eux. Voilà. Alors, la télé vous ouvre les portes avec l'émission Chez la Watt, ce qui veut dire lâche-toi, en fait. Hein? Donc c'est ce que m'avait dit Denisot quand il m'avait interviewé. Il m'a dit votre émission chez Watt, c'est une émission sur les paix. Bon, j'ai eu envie de lui dire vous n'avez pas fait votre dit, vous êtes resté à la Stade Anal, c'est très bien. Je ne l'ai pas dit, mais bon, c'était très drôle. Chez la Watt, ça n'a pas eu un succès énorme quand même. Une audience pas considérable, probablement pas assez de travail, je crois, d'une part de ma part, je le reconnais. Et de la production. Et puis la production qui était interne à France Télévisions. Alors là, Édouard Balladur vous demande de faire partie du comité chargé de mettre en œuvre sa consultation nationale des jeunes, dit comité Balladur. Là, il y a eu un véritable engouement, 1 600 000 réponses. Et surtout, ce que j'avais demandé, moi, personnellement, c'est qu'il y avait des questions fermées, donc ça, c'est peu intéressant, un peu beaucoup à la folie, pas du tout, donc ça, on sait très bien ce que ça veut dire, pas grand-chose. En revanche, il y avait
une page entière avec 3 chapitres où ils exprimaient ce qu'ils voulaient. Et donc ça avait été analysé par un mathématicien psychanalyste, ça existe, et qui avait donc finalement dans la conclusion fait un panorama de cette jeunesse qui était 5 groupes, des plus autonomes qui effectivement allaient faire la société de demain qui allait dominer, à ceux qui étaient complètement dépendants. Et ce qu'on en retenait, c'est que finalement c'était pas trop dépendant de l'origine. Ouais. C'est qu'il y avait des gens très responsables. Alors, ça a été intéressant. En même temps, on va dire c'est le mauvais choix parce que Balladur, bien sûr, n'a pas été élu. Il pensait que les jeunes allaient le rejoindre. C'est Chirac. Donc, à partir de là, ce rapport, qui avait coûté une fortune, a été mis au panier pendant de nombreuses années jusqu'à ce que Jospin revienne ou le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui était communiste, reprenne les quelques idées qui étaient quand même très intéressantes. En tout cas, par exemple, une réalisation qui s'est faite, c'est le Fil Santé Jeune à cette occasion, qu'on a réussi à monter en 3 mois et qui a toujours le même succès actuellement, qui est ce numéro de téléphone vert, gratuit et anonyme, où tous les jeunes peuvent téléphoner et tombent sur des adultes qui discutent avec eux, qui leur donnent des réponses. Il y a quelques réalisations comme ça. Bon, après, vous avez fait tout ça pour pas un rond en plus? Ah non, gratuit. Ah ouais. Je le revendique. Sauf que quelquefois, j'étais invité dans le ministère, on me servait un repas. J'ai pu voir ce qu'était... les ors de la République. Voilà, c'est vrai que même dans les grands restaurants, vous n'avez pas autant de gens pour vous servir. C'est sûr. Enfin, bon. Ça vous a fait du tort, hein, quand même, participer. Hein. Vous dites Balladur, ça m'a plombé. Carrément, oui, bien sûr, évidemment, tout de suite. Mais cela dit, bon, il y a quelque chose qui pouvait tout à fait être opposable. Je fais de la radio, je n'avais pas à mettre le petit doigt dans le grenage politique. Et je ne m'en suis pas rendu compte, en fait. Mais on a voulu m'utiliser. Et puis après, bon, évidemment, il y a eu les remontées de Chirac dans les sondages, donc des manipulations diverses. Et là, je me suis dit, franchement, si c'est ça la politique, je n'en ferai jamais de ma vie. Voilà. Alors voilà, mais à l'époque, donc vous êtes très connu. Quelles ont été les réactions de votre entourage, c'est-à-dire votre père, justement? Comment est-ce qu'il vit votre succès médiatique? Il ne m'en a jamais parlé, sauf à faire le doc. Ah oui. Oh, c'était un vieux monsieur maintenant. Bon, pour lui, il ne veut pas en parler parce que c'est pas... Votre mère, elle était contente? Non, du tout. Elle m'a jamais parlé. Oh, la bonne catholique, ça, vous rigolez. Ah non, mais c'était le diable. Mais c'est incroyable que le succès n'ait pas généré la conversation. Il y a une chance extraordinaire, c'est que là où ils sont, cette radio ne passait pas. Ah. Et il n'y avait pas encore Internet, donc ils ne pouvaient pas entendre. Donc on leur disait, voilà, votre fils... Oui, j'avais écrit le livre chez Odile Jacob. Mon père m'avait dit, oh, ça ne vaut rien ton livre. Enfin, bon. Ah ouais. Quelles ont été vos relations avec les médias pendant toute cette époque de Fun Radio? Je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc je n'ai jamais entretenu de relations amicales ou quel que soit avec J'ai eu de très bonnes relations avec certains journalistes qui étaient très sympas avec moi, avec qui je discutais, mais je sentais quand même quelques tensions. Par exemple, un exemple très précis, j'étais allé au Salon du Livre de Brive, et les gens d'RTL qui avaient racheté Fun avait refusé de m'interviewer parce que voilà. Vous avez gagné de l'argent en faisant Love & Fun? Du tout. Ah bon? Ah non. Je vais vous dire très honnêtement, ma plus haute paye a été de 4 500 € par mois. Ah oui. Alors que vous faisiez une audience incroyable. Ah oui, tout à fait. Non, mais je revendique ça. Je revendique. Mais en même temps, et ça venait compenser le travail que je ne pouvais pas faire en tant que médecin. Ouais. Donc je n'ai jamais gagné beaucoup d'argent, non. Non, mais en même temps, ça vous apportait des clients dans votre cabinet? Du tout. J'en perdais énormément. Ah bon? Ah bah oui, je n'étais pas disponible, vous rigolez. Puis il y a ceux à qui ça ne plaisait pas, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est pas du tout le même personnage. Vous savez, quand on est dans une relation avec des patients très directs, ils aiment la confidentialité, ils aiment le secret. Et puis le médecin, bon, moi je me rends compte plus maintenant, c'est quelqu'un d'important pour eux. Alors bon, important dans le sens, voilà, quelqu'un de référence qu'ils vont voir pour avoir un avis et demander des conseils. Donc à partir du moment où j'étais dans une espèce de rigolade, entre guillemets, même si moi je restais sérieux, ça ne passait plus. Ah oui. Est-ce que cette célébrité vous a au moins rapporté un grand amour? Je me suis marié, oui, à ce moment-là. 3 enfants. Grand amour. Oui. On a divorcé, on revit ensemble. Ah bon? Oui, mais c'est vrai parce qu'en fait, mariage, je suis contre le mariage. Ouais. Je ne critique pas les gens qui se marient, je trouve ça tout à fait bien. Mais le mariage me donne des malaises. Enfin, la cérémonie en elle-même me dit, qu'est-ce que je fous là? Oui.
c'est pas de la faute de la personne avec qui je suis. Ça n'a rien à voir. Je pense que j'ai une aversion totale pour le mariage. Donc, bon, je trouve pour des raisons diverses, on a divorcé, puis on revient ensemble à nouveau. Tout va bien. Alors, mon père m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais attends. C'est toujours pas réglé le problème. Hein. Pas vraiment, mais bon, il est tellement vieux, le pauvre, il a 85 ans. Ouais. Il a été très malade, il va mieux. Voilà, donc il me dit, ouais, tu m'appelles pas souvent, tu viens pas me voir. Bon, j'essaie d'y aller le plus possible, mais pas assez, c'est vrai. C'est ça ce que je regrette en ce moment, c'est effectivement d'être tellement pris dans mes activités. Ouais. Il faut profiter de ses parents, bien sûr. Non, je leur dois quelque chose. Devoir, c'est déaberrer, devoir de quelqu'un, et c'est absolument essentiel. Ce n'est pas pour moi, c'est pour eux. Quel était le meilleur moment de toute cette époque? Quand j'étais seul. Mais c'est vrai, mais je me rends compte que j'ai un goût extraordinaire pour la solitude, ce que me reproche ma femme, qui m'accompagne maintenant. C'est très à la mode. Je dis plus ma femme, je dis ma compagne, puisqu'on est divorcés. Tout le monde dit ça, oui. Et le pire moment de toute cette époque? Finalement, cette affaire du CSA, parce qu'à partir de là, tout a été faussé. Ouais. J'ai été agressé. J'ai fliqué. Ouais. C'était l'horreur. Ouais. Et là, je pense que... En plus, c'était pas mérité. Quand j'ai commencé ça, je pensais que ça resterait quelque chose de confidentiel. Les radios libres, à ce moment-là, vous vous souvenez? C'était quand même pas, bon, voilà, c'est pas les radios de maintenant. Quoique maintenant, il y a une telle uniformité de ton que je trouve ça consternant. C'est extraordinaire. Mitterrand crée la radio libre, et finalement, peut-être ce que l'on voit maintenant, c'est qu'elles sont complètement avalées par des groupes financiers et qu'il y a une uniformité de ton qui est consternante. Alors, en 1996, votre partenaire Diffoul quitte Fun Radio. Problème avec la direction? Du tout. Sombre manipulation du PDG Skyrock qui l'a dévoyé. Ils s'engueulaient avec Benoît Sillard, ça c'est tout à fait vrai, parce que l'autre ne savait pas comment faire pour dégommer Fun Radio, donc elle est allée le chercher, et lui y est allé. Voilà. Bon, bah très bien, c'est comme ça, de toute façon. Alors vous ferez équipe avec Jessica Fallour, Arnold, Miguel... Ça marchait tout aussi bien, d'ailleurs. Ouais. En audience, mais le charme est un peu rompu quand même, non? Le charme... Diffoul n'avait pas son égal il a un vrai talent là-dessus. Ouais. Dans la déconnade, entre guillemets, il a une vraie activité, donc c'était très bien. Mais les autres, c'était pas mal non plus, un autre genre. Mais... Bon, ce qui était recherché là, c'était effectivement la décontraction, mais maintenant je le sais, 15 ans après, puisqu'ils viennent m'en parler. Ils cherchaient des réponses quand même, et qui ne concernaient pas que la sexualité. Puisque j'ai le retour gratuit, qui n'a rien à voir avec mais quand on vous le dit chaque semaine... Parfois, plusieurs fois par jour, vous dites, bon, si on vous le dit une fois tous les 6 mois, bon, ok, d'accord. Mais régulièrement, donc c'est ça qui est intéressant. C'est une importance sociale, sociétale. Qui n'a pas été renouvelée depuis. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais parce que, bon... Parce que c'est Bertelsmann qui dirige maintenant. Voilà. Moi, bien sûr. Et puis les autres aussi, c'est pareil. Et ils sont complètement coincés là-dedans. Alors aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque de Fun? Non. Pas du tout? Je regrette rien, j'ai pas de nostalgie. Vous avez de rancune contre personne? Non, personne. Non. Alors... Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je ne ferais pas, je ne participerai pas. Enfin, si le comité est baladure, je le ferai parce que ça a été. C'est peu importe ce qu'on a dit de moi, on m'a traîné dans la boue, ça a servi à quelque chose. Donc ça, oui. Mais en revanche, non, j'aurais peut-être. Enfin, c'est ça, l'épine quand même, quoi. Oui, j'aurais pas fait la télé comme ça parce que ça servait à rien, ça en revanche. Je pense qu'on fait toujours des erreurs dans la vie. Voilà. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, docteur? Silence, je dors. Super. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci. J'accueille Murray. Bangkok, Oriental setting, and the city don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean Spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue? It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's your buster. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster, and if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. Tout le monde
en a parlé à retrouver le plus francophone des acteurs et chanteurs britanniques, Murray Head, de l'autre côté de la Manche, dans sa maison du quartier français de Londres. Entrez. Ce qui compte le plus dans sa vie, avoir sa femme Linda auprès de lui et partager sa passion avec elle. This is Linda, mon amie. On travaille ensemble dans le sens qu'on est dans le même lieu. C'est pour avoir un peu plus de temps ensemble, finalement. N'est-ce pas? Peut-être. Ce qui est beau, c'est que tous les deux, on a maintenu nos passions pour ce qu'on fait. La raison qu'elle est partie de trucs, il y avait des boutiques et tout ça, c'est que ça lui permet de retrouver ses propres racines d'invention. Et moi, c'est la même chose. C'est difficile aujourd'hui avec la musique parce que les gens ne s'intéressent pas à des choses nouvelles. Ils ont peur des choses nouvelles, ils ont peur que ça ne va pas marcher. Alors, on est forcé d'aller un peu en arrière. Mais il y a toujours une solution parce que ce qui est important, c'est que je continue à jouer. C'est ce qui est le plus important. Et quand le couple So British va se balader, il aime faire un tour chez Christie's, la société de vente aux enchères mondialement renommée qui ouvre sa galerie d'art aux curieux. Ce que je trouve toujours fascinant, c'est que on imagine que les gens, étant donné qu'ils ont payé de l'argent pour avoir un portrait, demandent que l'artiste va mentir. Mais c'est assez clair que l'artiste ne ment pas trop. Regarde ça, c'est pas vraiment la beauté. En plus, il y a cet endroit tout camouflé. I like that. Oui, mais pour le plaisir que ça peut donner, c'est quand même 20 briques, hein, 20 à 30 briques. On en restera donc au plaisir des yeux. Dernier baiser. See you in a minute. See you, okay? See you soon. Encore un endroit à regarder, rêver. C'est pour des rêves du garçon. C'est quand même, c'est le Aston Martin dans sa pure beauté. On ne peut pas rêver de plus. Elle est géniale. Je me retrouve un enfant en train de regarder la vitrine. C'est incroyable. Oh putain. Ça me touche au cœur. Tout est mieux dans le sens que le temps et les matières sont beaucoup plus travaillées. On n'a pas le temps aujourd'hui, on n'a pas le... Aujourd'hui, tout ce qui se casse, on ne peut pas réparer parce que ça coûte plus cher de réparer que d'avoir. Et puis au détour d'une rue, les souvenirs reviennent. Murray tient à nous montrer les vestiges d'un club où il avait ses habitudes, dans les 60s. Et j'étais étonné de trouver qu'il en reste. Le sol du club de ma jeunesse, où j'ai amené Brigitte Bardot et Ursula Andrus, tous les deux dans ce même club. C'est un club qui s'appelait Blazes, et sur ces pierres-là, jouaient pour la première fois en Angleterre, Jimi Hendrix. OK? Envoler les souvenirs, direction les bureaux de ses producteurs. Murray veut y écouter les mixages des chansons de son dernier album. Pas toujours facile d'être l'artiste. Je veux voir où on est avec le mixage parce que les producteurs, quand ils font des mixages, ils ont une tendance de préférer que l'artiste soit pas là. C'est bizarre. Les idées viennent de moi, les choix des chansons viennent de moi, la décision de faire tout ça, ça vient de moi. Et à un certain moment, on te demande de chanter et de partir. Tac. Christophe. C'est monsieur Chris Porter, producteur, réalisateur. À peine arrivé, Murray ne peut résister à l'envie de gratter quelques notes de musique.
Il est temps d'écouter le mix de son prochain album, dont il a l'air plutôt fier. Et maintenant, la lumière se rallume sur Murray Head. Murray, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Alors, vous êtes né le 5 mars 1946 à Londres, père producteur et réalisateur. À l'époque, votre mère n'était encore que starlette, elle deviendra actrice de séries populaires. Et vous avez un frère qui, lui aussi, deviendra acteur et chanteur. Voilà. Alors, vos parents sont des francophiles obsessionnels, des franco-fous, dites-vous. Votre mère jouait Madame Maigret dans une série en Angleterre et votre père conduisait uniquement des Citroën. Quel genre de Citroën? Le 15 léger. Ah oui, la traction avant. Les portes devant, sur le côté de ma mère, qui était passager, étaient tenues par une énorme bande élastique qui passait au... Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, ils vous mettent évidemment au lycée français à l'âge de 5 ans. Ouais. Cette immersion subite dans le français, alors que vous connaissez encore mal l'anglais, a un effet désastreux pour vous. À la maison, c'était difficile. Je voyais très, très peu ma mère. Ouais. Alors, j'avais pas beaucoup de repères. Alors, de me mettre dans une école où on ne parle que le français, une autre langue, c'était trop. Oui, c'est déstabilisant. Alors, vous faites de l'asthme pour vous en sortir, mais quand vous êtes guéri de votre asthme, on vous renvoie quand même dans ce lycée français. Et là, vous êtes un petit peu la tête de turc des élèves. Vous êtes humilié par la directrice, en fait. Ouais. Madame Sérieux. Madame Sérieux? Ouais. C'était quand même l'éducation avant 68. Oui. C'était sur lequel on revotait en 68, quoi. Oui. Alors, vous étiez, en quelque sorte, étranger dans votre propre pays, quoi. Ouais. Bah, j'apprenais les rois mérovingiens, Charlemagne, même pas les Romains, c'était pas les Romains en Angleterre. Moi, j'ai appris l'histoire à travers mes enfants 15 ans, 20 ans plus tard. Alors, vos parents aiment tellement la France que l'été, ils vont en vacances dans un camping au Touquet. C'est obsessionnel. C'était pas que le Touquet, on commençait à le Touquet et on passait toute la France. Moi, à une certaine époque, je connaissais tous les campings de France. Mieux la France que l'Angleterre. Oui, beaucoup mieux. Oui. Alors, ce n'est qu'à 10 ans que vous réintégrez le système d'éducation anglais. Là, vous découvrez les châtiments corporels, la canne. Ah oui. Ouais. Si je compare les deux disciplines, entre d'être humilié devant tous les autres élèves, c'est clair que je préférais le coup de la canne. Parce que ça dure pour une demi-jour, et puis après ça, on ne le sent plus. Et on se sent libéré de la culpabilité, quoi. Oui. Alors, à 14 ans, vous découvrez le pouvoir de séduction de la guitare. Vous montez un premier groupe. C'est une époque fabuleuse. C'est l'époque du Swinging London, évidemment. Votre groupe, il s'appelait comment? Oh, c'était horrible comme titre. C'était Murray's Clique. Murray, c'était une abréviation de Murray et puis Clique. Alors, c'était, on l'a vite changé pour les Others, mais bon, c'est une autre histoire. Vous faisiez quoi comme genre de rock? C'était du rhythm and blues. C'était influencé originellement par Bo Diddley, par Chuck Berry, par tout ce qui était importé de l'Amérique à travers Liverpool et les marins. Et comme ça, c'est comme ça que les Beatles faisaient la même chose que nous, mais ils étaient plus vieux que nous. Alors, résultat, les rapports à la maison deviennent désastreux. Il vous faut trouver de l'argent pour vivre seul, pour échapper à la famille. La musique n'est pas assez rentable. Alors, vous faites des castings. Et en septembre 1966, vous êtes engagé par Serge Bourguignon dans un film qui s'appelle À cœur joie, avec Jean Rochefort, Laurent Terzieff et Brigitte Bardot. Voilà. Alors là, vous avez 20 ans, elle a 32 ans, elle est à l'apogée de sa beauté, de sa gloire. Elle vous dit, quand elle se levait pour danser, elle était d'une sensualité. Elle n'avait même pas besoin de se lever pour danser. Là, je voyais dans le rétroviseur, je voyais... C'était l'époque du mini-skirt, les jambes, les bottes, le petit mini-skirt en daim. Elle avait 32 ans, je pense que c'était le rêve accompli, quoi. J'étais époustouflé. Vous dites, c'est là que j'ai repris goût au français, quand même, hein? Ouais.
On comprend. Alors, les années suivantes, votre carrière cinématographique est marquée par Sunday, Bloody Sunday de John Schlesinger en 71, où vous embrassez Peter Finch sur la bouche. Ça a choqué tout le monde. Ouais. Ça a été un événement. Ouais, ça choquait plutôt les techniciens, c'était ça qui était chiant. Oui. Lui, il a dit, Peter Finch a dit, on a fait ça pour l'Angleterre, mais lui, c'était tout ce que je rêvais d'être. Il était un personnage libéré à un point que c'était époustouflant. Alors, c'était pas compliqué. Par contre, il y avait même le chef opérateur a dit, à l'époque, je me souviens qu'il a dit, il a arrêté de son caméra, il a parlé avec le metteur en scène, il disait, est-ce que ça c'est vraiment nécessaire, John? Oui. Comme si c'était... Et pour des semaines et des mois après, il y avait des gens qui disaient, oh là là, je comprends, vous êtes acteur et tout ça, et des diatribes, jusqu'au point qu'ils disaient, mais comment est-ce que vous avez eu le courage? Franchement, contre ça, c'est très facile à faire des choses. Oui. On voit à quel point les gens sont coincés. Ensuite, vous avez eu du mal à trouver du travail dans les années qui ont suivi, non? Ouais, parce que c'était quand même un grand pas en avant, mais quand même, la société avait caché tout ça. Oui, il y avait une chape de plomb là-dessus, évidemment. Ouais. Alors ensuite, vous participez aux fameuses comédies musicales Air et Jésus-Christ Superstar. Vous tournez à Paris avec Molinaro et vous sortez un premier album qui passe inaperçu. Et c'est là que Paul Samuel Smith, ex-Yardbirds, producteur de Cat Stevens, vous propose de faire un album chez Island. L'album est devenu culte, ça s'appelle Say It Ain't So Joe. C'est un... Voilà, c'est... non, c'est beau, c'est bien. Un des seuls Français qui arrive à le dire. Oui. Parce que normalement, ça termine comme ça. Mais j'ai écrit les deux chansons qui ont plu aux Français, c'était deux titres imprononçables. En fait, ça veut dire « dis que c'est pas vrai, Joe ». Et en fait, c'était la phrase d'un jeune admirateur désabusé à l'encontre de Joe Jackson, qui est une star du baseball, et qui avait été accusé de parties truquées. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une chanson sur la corruption, et en fait, les gens en France, au moins, n'ont pas bien compris de quoi ça parlait, et c'est une chanson qui a servi à flirter, surtout. C'est ça qui est bizarre, quoi. Ouais. Même si tout le monde prétendait comprendre l'anglais, en effet, pas tout le monde le comprenait, et que dès que c'est en musique, c'est autre chose. Le lire, c'est une chose, mais de l'écouter en musique, dès qu'on s'accroche pas à un mot, ça y est, c'est foutu. Alors, les gens écoutaient la musique, les chansons anglo-saxons pour la musique. Pour la musique. Alors, l'autre immense tube de votre carrière, ça sera One Night in Bangkok, numéro 1 dans 12 pays, numéro 3 aux États-Unis. Alors, c'est ABBA, en fait, qui vous avait demandé de travailler sur une comédie musicale intitulée Chess, qui parlait d'un champion d'échecs. Bangkok, c'est une chanson, encore, je suis sûr qu'il n'y a pas un Français qui a la moindre idée de quoi ça parle. Mais ça parle du circuit d'échecs, ça fait une comparaison avec la vie charnelle de Bangkok, comparé avec le côté cervelle Les gens ne savent rien, mais ça a été un tube énorme. Alors, à l'époque, donc vous êtes extrêmement célèbre, quelles ont été les réactions de votre entourage? Mes parents ont toujours été très critiques. Ma mère était actrice et je suis venu en France pour éviter ça. Il y avait, au commencement de ma carrière, il y avait toujours un coup de téléphone, on entendait le téléphone, juste après qu'on avait fait quelque chose à la télé, et tout de suite, c'était les critiques. Et c'était mon père qui parlait pour ma mère, qui était toujours derrière, en train de lui dire « dis-lui et dis-lui ». Et je sais pas, à un certain moment, je suis parti en France pour travailler à cœur joie à partir de ce moment. J'ai aimé les Français pour la première fois parce que c'était moi qui les découvrais, c'était pas l'école qui m'a forcé ça, et c'était pas le France de mes parents. Et puisque mon frère faisait toutes les mêmes choses que moi, 8 ans après, j'ai toujours pensé que lui, il était fêté parce qu'on parlait toujours bien de lui. Et finalement, beaucoup plus tard, j'ai appris à travers lui qu'on parlait beaucoup de moi, on me fêtait. Ça veut dire qu'il faisait ça jamais devant nous. C'était, on montait l'autre pour faire, sûrement pour je sais pas, pour une comparaison, pour que l'autre... à l'époque du succès de One Night in Bangkok, quelles étaient vos relations avec les médias? Ça dépend de quel journaliste. Si c'est le journal qui s'est écroulé récemment de Murdoch, il y a un mec qui a passé 3 heures à essayer de prouver que je fumais des joints dans les toilettes, que j'étais alcoolique, et
il n'y avait rien à dire, c'était pas vrai, il n'y avait rien à raconter. Et après 3 heures, l'article n'a jamais sorti. Je suis pas pour la presse, je suis pas vraiment, je suis un peu en dessous le radar de tout ça. Et c'est quelque chose que m'intéresse pas trop. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Sûrement, mais je l'ai dépensé sûrement aussi, je sais pas. Assez, mais jamais assez, quoi. Le divorce est normalement très cher et la mienne était assez chère. En Angleterre, c'est parce qu'il y avait des enfants qui n'ont pas encore achevé leurs 21 ans. C'était 2 tiers pour elle et 1 tiers pour moi. C'était quand même une façon de recommencer la vie. C'était formidable de se retrouver. C'était un peu périlleux. On a des moments qu'on a de l'argent, on a des moments qu'on n'a pas du tout. Enfin, vous n'avez pas fait fortune. On se débrouille. Et l'amour, alors, à l'époque, vous avez dû avoir un succès fou avec les filles, non, Murray? Assez, oui. Oui, je pense. Je suis sûr. Je sais pas si, parce que j'ai jamais comparé avec les autres. Oui. Alors, quel a été le meilleur moment de toute cette époque? Il n'y a pas de meilleur moment. Tout est formidable. Tout est formidable. Quand quelque chose fait beaucoup de mal, tu comprends pourquoi après. Le jour après, il n'y a plus de dents, ça ne mord plus. Et en général, le pire que c'est, ça a une histoire encore mieux à raconter. Étant donné c'est que c'est dans les paroles de musique ou en écrivant des scénarios. Et le pire moment de toute cette époque, ça a été quoi? C'est quelque chose, je ne sais pas, en déni. Ça commençait peut-être quand une fille avec qui je sortais est tombée enceinte. Et c'était pas, j'avais aucun mot là-dedans, je ne pourrais rien dire. J'ai cassé ça au commencement avec mes parents pendant que je réfléchissais. Et ses parents, elle, lui a fait forcer de l'avortir. Et c'était un moment très, très, très noir. Alors ensuite, votre carrière continue entre vos 2 métiers. Vous dites, en France, je suis un chanteur, et en Angleterre, je suis un acteur. Voilà. La France m'a donné une liberté incroyable. Et j'avais plutôt besoin de cette liberté dans la musique, parce que c'était ma musique, j'écrivais moi-même. Du moment qu'on travaille pour les autres, qu'on fait un film, c'est tout clair, voilà. Ça appartient à moi. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque, One Night in Bangkok, etc. Pas du tout. Les années 80, c'était New Wave, c'était quand on réécoute tous ces synthés, c'était quand même le marché des synthés, c'est la technologie qui vendait à travers les jeunes. Et tu pouvais acheter, à la fin, tu pouvais acheter un synthé, tu poussais un bouton, il y avait une chanson écrite pour toi. C'était une époque, et la minceur du son de l'époque, c'était pas bien. Non, j'ai préféré juste avant le punk, parce que c'était quand même une vraie rage qui sortait. Après, je sais pas. Non, les années 80, c'était l'époque de Bangkok. On peut pas. Je pense qu'il faut jamais faire un lien entre le succès et comment on sent à l'intérieur. Alors, si c'était à refaire votre vie, Murray, qu'est-ce que vous ne referez pas pareil? Rien. Ah oui. Tout pareil. Ouais, absolument, absolument. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Oh. Bah, il y a des bonnes. J'aimerais faire la même que Spike Milligan a écrit. Je t'ai dit que j'étais malade. Je pense que je dirais merci pour la vie ou à la prochaine. À la prochaine. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Murray. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, j'accueille Jackie. Oui. Tu comptes sur les Césars, toi? Ah, ouais. Pour l'été meurtrier, tu veux dire? Pour l'été meurtrier, oui. Ouais. J'espère l'avoir, oui. Tu risques, hein? Tu risques. C'est sûr? Regarde. Je peux te prendre un peu tes lunettes? Merci. Oui? Ça me va comme ça? T'aimes bien les canards? Oui, pourquoi? Ce serait bien que tu fasses une petite imitation, non? Tu veux? Pour les téléspectateurs de Platine 45. Alors maintenant, Paul Young, hein, dans Come Back and Stay. Voilà. Tout le monde en a parlé à retrouver Jackie chez lui, en région parisienne, en plein milieu d'un inventaire un peu étrange. Bonjour.
Bah rentrez, c'est chez moi. Je vais d'abord vous montrer ma collection de cochons. Hein, ça peut être sympa. Viens. La collection de cochons, c'est ma femme et moi-même qui avons décidé de la faire. Parce que quand on s'est connus, je sais pas, on se traitait de cochons et cochonnes. On s'est dit, tiens, on va faire une collection de cochons. Voilà. Celui-là, je l'ai acheté à New York. C'est en carton-pâte, j'adore. Voilà, dans Little Italy. Bon, il a dû me coûter au moins $10 américains. Elle est magnifique, voilà. On dirait Piggy la cochonne. Dis bonjour. Bonjour. Mais ses passions ne se résument pas aux cochons. Grand mélomane, Jackie possède un vrai trésor de musique qui ont marqué sa vie. Voici l'endroit où sont déposés mes vinyles. Alors, voilà, c'est un peu n'importe quoi, c'est pas rangé par l'alphabétique, c'est rangé, c'est Jackie, quoi. C'est l'ordre de Jackie. Donc quand ma femme et ma fille rentrent ici, de toute façon, elles peuvent pas trouver ce qu'elles veulent, quoi. Genesis, c'est un double album qui s'appelle The Lame Lies on Broadway, c'est un des derniers albums qu'a fait Peter Gabriel au sein de Genesis, et c'est à l'époque où j'étais attaché de presse, donc ça m'évoque le concert au Palais des Sports où je m'occupais d'eux, et c'est un album magnifique. Roxy Music, un album que j'adore. Avalon, pareil, je me suis occupé de Roxy Music, et bah, ça me rappelle, on était fin 70, ça me rappelle plein de choses, quoi, à l'époque où j'avais pas encore 30 ans, où je connaissais pas ma femme. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, hein? Et c'est en musique que Jackie trouve l'inspiration pour écrire l'une de ses 2 émissions quotidiennes. Les news, je les fais en arrivant à IDF1, vers 14h. Par contre, les questions pour l'invité, c'est là que ça se passe. Donc je prends mon stylo et je prends mon cahier de questions pour l'invité, ça s'appelle le cahier questions pour l'invité. Mon interview au JDA dure à peu près un quart d'heure, donc j'ai pas mal de... Alors, j'ai une manière aussi assez spéciale de préparer mes interviews. J'ai un fil rouge où je pose des questions, mais je prépare pas un quart d'heure de questions. Et souvent, j'ai une technique à moi de l'interview, c'est-à-dire que je rebondis sur la réponse de mon invité. Voilà. Ben voilà, j'arrive, je suis là du lundi au vendredi, j'ai 2 émissions en direct. Et là, il est temps que je prépare la première qui s'appelle le JJDA. Voilà, suivez-moi. Hop. Alors ça, c'est mon bureau. Je vais m'y mettre d'ailleurs si tu veux. Voilà. Je fais mes news, tu vois, j'ai pas de prompteur moi au JJDA, hein. Tout est inscrit là, comme ça, donc je fais mes news. Pour lancer les jingles, je le fais avec, comme ça, avec mon jingle. La musique, c'est moi qui la fais, hein. Ça fait jingle. Voilà, c'est pour lancer les news. Mais avant l'antenne, il doit se refaire une beauté. Alors là, c'est Tracy qui me maquille donc pour mes 2 émissions. Et ça va, elle maquille pas trop mal. Ça fait pas longtemps que tu maquilles, Tracy? Ça fait combien de temps? Non, ça fait 2 mois. T'as fait des progrès, Marc, en 2 mois. Hein, bah, c'est sympa, je me laisse maquiller par une maquilleuse qui maquille que depuis 2 mois. Son ADN, c'est l'humour. Et c'est bien cela qui a séduit Jean-Luc Azoulay, producteur et président d'IDF1. Détour par son bureau avant enregistrement de l'émission. Bonjour messieurs, dames. Voilà, c'est Jean-Luc Azoulay. Ah bah c'est l'animateur le plus animé du PAF, je pense. Moi je suis un peu contre, je suis pas très contre. Cela fait maintenant plus de 30 ans que les 2 hommes travaillent régulièrement ensemble. Une grosse discussion. Excusez-moi, je dois faire l'émission là, j'y vais. Attention au chien. Oui, ah oui, attention à Charles-Henri. C'est quand même l'héritier, Charles-Henri. Hein. Voilà, générique du JDA. Attention à ce que j'ai dit. Et inscrivez-vous, c'est peut-être vous qui deviendrez Miss JJDA 2012. Les années ont passé, mais Jackie a su rester le grand enfant déluré du PAF. Et ça lui va bien. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jackie. Jackie, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Vous êtes né le 30 avril 1948 dans le 19e arrondissement de Paris, mais votre père ne vous déclare que le 1er mai. Oui, je suis né le 30 avril à 23h30. Ah oui. Donc c'était un peu délicat. Donc il était allé le 1er mai, il était tellement ému qu'il a dit voilà, mon fils est né le 1er mai. Avec du muguet partout, enfin, c'est sympa. Alors, votre nom d'état civil, c'est Jacques Jakubowicz. Vous êtes d'une famille juive ashkénaze d'origine polonaise, pas du tout tradie.
Chez vous, on mange pas cachère, on ne fête pas Shabbat, on fête les 3 grandes fêtes, évidemment, Rosh Hashanah, Kippour et Pessah, mais c'est tout. Et d'ailleurs, plus tard, vous vous marierez avec une catholique et vos 2 filles seront élevées chez les bonnes sœurs. C'est exact, absolument. En revanche, vous dites, je me sens de culture juive avec un humour juif fait de dérision et d'autodérision, très ashkénaze, évidemment. Ah oui, je suis complètement juif ashkénaze, j'adore Woody Allen, Mel Brooks, tout ça. Enfin, oui, je pratique l'autodérision tous les jours. Oui, c'est sûr. Alors, vous êtes fils unique, mère très possessive, hein, qui vous chouchoute à mort. Ah oui, c'est même incroyable. J'en étais même gêné, j'étais dans les jupons de ma mère. Et... Bon, après, ça s'est mieux passé, mais très possessive. Oui. Alors, vous dites, j'aurais pu devenir beaucoup plus chiant, en fait. Je suis déjà pas mal chiant et j'aurais pu beaucoup plus chiant, oui. Très égoïste, tout ça, mais enfin, bon, après, ça s'est arrangé. Alors, votre père est dans la schmatt, d'abord tailleur, ensuite boutique de fringues. Boutique qu'il aurait aimé vous voir reprendre, j'imagine, non? Ah, c'était son rêve. La tradition de père en fils chez les juifs ashkénazes, c'est comme ça, quoi. Même chez les séfarades, d'ailleurs, de père en fils, mais non, j'ai vite compris que c'était pas pour moi. Et lui, il a compris un peu plus tard que c'était pas pour moi non plus. Lui, il était arrivé dans les années 30, c'est ça? Oui, il est arrivé en 36 de Pologne, parce que ça chauffait quand même là-bas pour les juifs. Il n'avait pas de permis de travail, il s'est débrouillé, et puis voilà, quoi. Bien réussi. Oui, il a réussi. Oui, il a réussi. Alors, en 11 ans, vous partez dans une colonie de vacances juives laïques à Verberie, dans l'Oise, et là, vous rencontrez Richard Gottener, qui deviendra vite votre inséparable ami. Déjà, on faisait des conneries à 11 ans, quoi. C'est là où j'ai commencé à avoir la fibre artistique. On écrivait des sketchs. On se prenait pour Poiret et Serrault. Sauf qu'on n'était ni Poiret ni Serrault. C'est-à-dire que là, vous, l'enfant couvé, vous découvrez avec lui le drôle de jeu qui consiste à manger des araignées vivantes. Des faucheux, exactement. Ouais. Entre autres. Mais vous écrivez des sketchs ensemble plus tard, non? Vers 18 ans. Oui, absolument. On passait dans les cabarets en auditeur libre, notamment à l'échelle de Jacob. On était passé en première partie de Thierry Leluron, je me souviens, mais enfin personne nous écoutait, personne rigolait, avec les bruits de fourchette et d'assiette. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de faire un truc, mais séparément, tout en restant potes, quoi. Alors vous faites vos études au lycée Voltaire, et là va arriver la vraie transformation, c'est une révolution, la découverte du rock'n'roll. À 15 ans, vous partez à Londres, et là, vous découvrez les Beatles, les Stones, les Who, les Animals, les Kinks. Il y a un club qui s'appelait Le Marquis, et j'ai vu tous ces groupes-là, donc là, à 15 ans, ça m'a pris à la tête, et aujourd'hui encore, j'écoute du rock'n'roll, quoi. Voilà. Donc ça a tout changé, c'était une année très importante pour moi. Oui. Alors, vous n'attendez pas donc 68 pour faire votre révolution mode sex, drug and rock'n'roll. À l'époque, vous avez déjà le look rock quand vous rentrez de Londres, les cheveux longs, des cachemires jacquard au nombril, des vestes Carnaby Street, les premiers Creepers. Alors vous imaginez mon père qui faisait des costumes sur mesure. Il était effrayé quand il me voyait rentrer de Londres, surtout la première fois, quoi. C'était terrible, terrible. Mais j'ai tenu bon, quoi. Alors, vous réussissez quand même à obtenir le bac philo. Oui. Et un diplôme de journaliste à l'école de la rue de Rennes. En revanche, le service militaire, vous êtes obligé d'y aller. Hein. Mon père m'a quand même pistonné, mais je suis obligé d'y aller, mais j'ai réussi quand même à me faire former au bout de 3 mois. J'étais dépression. Oui, j'étais dans l'armée de l'air d'ailleurs, la BA 117, place Ballard. Et là, en 1973, chez le coiffeur, vous rencontrez Daisy Lama, l'ex-femme de Serge Lama, qui était attachée de presse chez Philips, donc grosse boîte à l'époque. Elle vous trouve marrant. Oui. Et elle vous engage comme assistant. Il a fallu quand même que je passe un entretien avec le directeur de la promo qui s'appelait Louis Nucera à l'époque, qui après a été directeur littéraire chez Lattès. Il a été très sympa d'ailleurs, il m'a reçu. C'était plus qu'assistant d'ailleurs, il voulait que je sois un peu attaché de presse. Et donc il me reçoit dans son bureau, mais Daisy me prévient, il me dit voilà, tu sais, il voit plusieurs personnes, c'est pas sur ce soit toi. Et j'arrive dans son bureau, je reste 10 minutes debout, il ne me dit pas de m'asseoir, donc je reste debout. Il se lève, il était niçois, il me dit maintenant tu peux t'asseoir. Il m'a posé 2 questions. Il m'a dit est-ce que tu parles anglais? J'ai dit oui. Est-ce que tu connais des gens dans le showbiz? J'ai dit non. J'ai dit je vais lui dire non, je connais personne, je ne veux pas commencer à... Et voilà, c'est tout. Et le lendemain, il m'appelle, à l'époque il n'y avait pas de portable, donc il m'appelle chez moi. Il me dit pourrais-je parler à Jackie? Je dis c'est moi. Tu commences quand tu veux. Et voilà. Génial. Génial. Bonne époque. Ah, très bonne époque. Ouais. Alors là, vous devenez attaché de presse musique. Vous avez travaillé pour Roxy Music, Genesis, Cat Stevens, King Crimson, Bob Marley, Jerry Lee Lewis, Bachung, Bijou et Gainsbourg. Et quand vous ferez de la télé, Philips va vous mettre dehors, en gros, et vous deviendrez l'attaché de presse de Gainsbourg. Oui, c'est vrai. Vous devenez intime avec lui. Très intime, oui. Oui, très intime, mais m'aimait bien. Peut-être parce qu'on était ashkénazes tous les deux, il y avait une judaïté entre nous deux. Ouais, sûrement. Mais moi, j'étais déjà fan quand on me l'a présenté. J'avais 25 ans.
Et finalement, il m'a choisi, quoi, comme attaché de presse. J'étais content, j'étais heureux, quoi, parce qu'il m'a appris plein de Vous choses. connaissiez le vrai Gainsbourg, touchant, Oui, voilà, sensible, c'est ça. et Oui, pas, oui. Surtout pas qu'à l'é- Gainsbar. Ouais. Oui, oui, voilà. Puis les albums dont je me suis occupé à l'époque étaient bien, quoi. L'homme à la tête de chou. L'homme à tête de chou, Rocker in the Bunker, surtout. Ouais. Enfin bon, voilà. Ouais. Et puis j'ai arrêté avec son premier album reggae, quoi. Ouais. Aux armes, etc. Et là, vous rencontrez Antoine Decaune, donc qui produit et anime Chorus sur Antenne 2, et il vous dit, Jackie, viens faire le crétin sur le toit de l'Empire. C'est exactement ça. Avenue de Wagram, c'est là que se tournait Chorus. Viens faire le crétin sur le toit de l'Empire le samedi matin, tu te mets à côté de moi et tu dis rien. Oui, c'est ça. Je servais à rien, en fait. J'étais le premier présentateur muet de la télévision française. Ouais. Alors, je lui mettais les doigts dans le nez, les doigts dans l'oreille. Voilà. Je lui mettais un chapeau sur la tête. Puis, en fait, ça le rassurait, Antoine, Ouais. ses balbutiements à la télé. Et ça le rassurait que je fasse mes conneries à côté de lui. Il était face caméra, il parlait de Bruce Springsteen déjà. Ouais. Et voilà, et moi, je faisais le crétin. Vous dites, j'ai jamais voulu être animateur, et lorsque ça vous arrive, vous avez 30 ans, mais c'est pas vraiment votre ambition d'être Ah animateur. non, j'ai jamais voulu faire animateur. Ouais, C'est ouais. que des rencontres avec des gens qui Ouais, m'ont permis que je sois ça, quoi. Oui. Vous seriez resté attaché de presse ou directeur de promotion Oui, disons. peut-être directeur artistique, Ouais. directeur de production dans une maison de disques. Oui. Oui, je voulais rester là-dedans, moi. Ouais. Alors en 1981, Chorus s'arrête, et Jacqueline Joubert, la maman d'Antoine Decaune, vous avez vraiment de la chance avec cette famille, qui est directrice de l'unité jeunesse chez Antenne 2, vous propose de remplacer Dorothée pour 2 émissions, en fait, au départ. Oui, absolument. En Récréa 2, et vous allez y rester 10 ans. Voilà, c'est incroyable, quoi. Ouais. Donc je faisais Récréa 2, puis à la même époque, il y avait Les Enfants du Rock aussi. Voilà, en 1982, Pierre Lescure, directeur des variétés d'Antenne 2, crée Les Enfants du Rock, avec Antoine évidemment, et là vous participez à l'émission... Oui, oui, Ouba Ouba. Ouba Ouba, c'est ça. Lescure crée aussi Platine 45, la première émission de clip que vous animez. Absolument, il m'a dit, écoute Jackie, j'ai pensé à toi, j'ai dit ok, je le fais, voilà. Oui. On tournait nos clips, hein. C'était pas des clips de maison de disques. Ouais, ouais. Alors à l'époque, vous avez 3 émissions, Récréa 2 pour les enfants, Platine 45 pour les teenagers, et Les Enfants du Rock pour les branchés. Je faisais le tour de la question. Plus une émission quotidienne sur Europe, plus les spectacles de Dorothée, où là vous faites un peu le pitch sur scène, faites l'épouvantail. Oui, l'épouvantail, et puis le directeur du Zénith, je m'appelais Schloren, Jackie Schloren. Alors vous faites aussi un duo avec Lio, TTO. Alors c'est pas votre premier disque, hein? Non, si on peut appeler ça un disque, non. C'était un clin d'œil. Non, c'est pas mon premier disque. J'ai fait un single pour Jean-Luc Azoulay aussi. Tout augmente sauf l'amour. Voilà. Alors celui-là, TTO, ça marche pas mal, hein? Ça marche bien, on était au top 50. Ben voilà, ouais. Il y avait déjà Canal Plus à l'époque, 84. Oui, ouais. Ouais. Alors écrit par Chamfort, qui à l'époque était avec Lio, et puis par Bergman, le parolier de Bachung. Pas mal. Pas mal, hein? J'étais bien entouré là. C'est sympa comme disque. Ouais. Alors vous quittez Antenne 2 en 1986 pour TF1, vous ferez Vitamine, le Club Dorothée, le Jackie Show. Enfin, c'est la gloire, quoi. Ah oui, c'était bien, oui. J'ai adoré cette période. Alors, quelles ont été les réactions de vos parents à ce moment-là? Au début, mes parents, surtout mon père, ma mère, bon, tout ce que je faisais, c'était bien, quoi. Je pouvais faire n'importe quoi dans la caméra, c'était bien, quoi. Mais mon père était déjà il dit, Jackie, écoute, là, fais attention, est-ce que tu gagnes bien ta vie? Tu veux pas reprendre mes boutiques? J'ai dit, non, papa, je reste à la télé. Et finalement, bon, quand il me voyait tous les jours, surtout à l'époque du Club Dorothée, ça l'a rassuré, quoi. Ouais. Il m'a dit, voilà, c'est bien. Et le métier, ça s'est passé comment? Quelles ont été les réactions des gens dans le métier? Ils étaient un peu surpris parce que j'ai une carrière un peu atypique, quoi, parce que je suis un des rares à avoir fait ces 3 émissions que vous avez citées, quoi. C'était vrai que c'était entre Récréa 2, Platine 45, Les Enfants du Rock, c'était totalement différent. Et je crois que c'est le personnage Jackie qui devait plaire aux décideurs de chaîne. Bien sûr, vous avez créé un personnage et qui pouvait aller dans tout type d'émissions. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est rare, personne n'a eu des émissions aussi différentes. Mais je crois que je suis le seul. Enfin, c'est pas par prétention, mais je crois que je suis le seul. Les relations avec les médias, ça s'est passé comment? Très bien, tout de suite. En plus, je les connaissais parce que j'avais été attaché de presse avant, donc je les connaissais. Oui. J'appelais tous les journalistes à l'époque pour placer mes artistes, quoi. Oui. L'argent, vous avez gagné du blé? Oui, j'ai gagné du blé, ouais. Ah oui. Quand on fait 3 émissions, même sur Antenne 2, on gagne pas mal de blé. Et sur TF1, c'était sympa, ouais. Vous avez mis un peu de côté? Oui, heureusement. Vous avez acheté un appartement? J'ai acheté une maison. C'est encore mieux. C'est encore mieux, ouais. Et l'amour, alors toutes les filles devaient vous tomber dans les bras, non? Oui, pas toutes, mais pas mal, mais dès qu'on fait de la télé, quoi. Ouais. Le meilleur moment de toute cette époque, c'est quoi, Jackie? C'était quand j'ai fait Platine 45. C'était vraiment une émission que j'ai adorée, où j'ai reçu tout le monde, quoi. C'était une émission incontournable, aussi bien les chanteurs que les acteurs, que les humoristes. J'ai adoré cette période, vraiment. Et le pire moment? Ça a été aussi Platine 45. C'est la seule fois où j'ai eu un vrai trac à la télé, c'est quand j'ai reçu Catherine Deneuve. Ah oui? Ah oui, j'étais tétanisé. Déjà à l'idée qu'elle fasse Platine 45, pourtant j'ai reçu tout le monde. Okay, Adjani, Gainsbourg, enfin bon. J'étais tétanisé.
incapable de sortir. J'étais très mauvais, quoi. Enfin, j'avais été mauvais aussi, je le savais, mais là, je ne pouvais pas sortir un mot, quoi. C'était terrible. Alors, après l'arrêt du Club Dorothée en 1997, vous vous retrouvez un petit peu tricard de la télévision hertzienne. Vous rejoignez TFJ, la télévision juive. Vous animerez le Rabbi Jackie Show de 1998 à 2005. C'était assez marrant, ça. Bon, il n'y avait pas de moyens. J'avais acheté des sièges de synagogue rouge avec une incruste merdeuse. Bon, enfin, les gens venaient, quoi. On parlait pendant 50 minutes. C'est plus une conversation qu'une interview, quoi. Vous avez des problèmes avec les tradis quand vous avez appelé ça Rabbi Jackie Show? Ah oui, je me suis fait insulter, oui. Oui, je me suis fait insulter, oui. Ouais. Vous avez pas... Oui, puis même, je me souviens quand j'avais invité Stéphane Bern, qui est comme moi, juif ashkénaze, et je lui dis alors, est-ce que tu aimes Israël? Il me dit, ouais, moi j'aime bien Israël vu de la Jordanie. Là, le standard a sauté. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Enfin, on a laissé, quoi. Ouais. Ensuite, il y aura AB1 et IDF1, où vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous êtes nostalgique aujourd'hui de l'époque de Platine 45? J'ai bien aimé cette période, mais c'est pas de nostalgie. J'aime pas trop revenir en arrière non plus. Ouais. Je suis content de l'avoir fait, quoi. Voilà. Oui. Et vous avez de la rancune contre des gens de l'époque qui sont mal comportés avec vous? Il y en a qui sont mal comportés, oui. Ouais. Oui. Patrice Blanc-Francard, pour ne pas le citer, qui a remplacé Pierre Lescure. Aux Enfants du Rock. Aux Enfants du Rock, il a voulu me virer de Platine 45, mais il n'y est pas arrivé, quoi. Ah ouais. Donc mais bon. Vous lui en voulez un peu quand même? Un peu quand même, oui. Si c'était à refaire votre carrière, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Jackie? Ce que je ne referais pas pareil, parce que je l'ai raté, et je m'en veux beaucoup, c'est mon année sur Europe 1. J'ai merdé, j'avais trop de choses. Et j'ai pas réussi ça. Pourtant, j'adore la radio, quoi. Ouais. Je referai Europe 1 d'une autre manière. J'ai négligé. Ça, Le jour où vous allez mourir... Oui, ça va arriver, non? Qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Ici, J. Jakubowicz. Voilà. Merci, Jackie. C'était très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Je vous en prie. J'accueille Emmanuel Debrandt. Château de la Messardière. La soirée commence. Emmanuel Debrandt est invité. La jet set est constamment invitée parce que c'est le nec plus ultra. C'est les gens que tout le monde veut avoir avec soi. Heureusement, il y a des sociétés comme celle-ci qui font des jolies choses. Emmanuel Debrandt s'affiche. Massimo Gardia n'est pas loin. Les deux hommes s'observent, se croisent. C'est vite. Je n'ai pas salué, ces salons-là. Je ne salue pas. Il n'est pas microdîné après, en tout cas. Qui arrive Caroline Barclay avec son fiancé, lui casse la gueule ce soir. Un salaud, il a incliné les oreilles. Il a dit que Caroline Barclay, je ne vais pas répéter. Tu me le répètes tout bas. Figurez-vous que les gens de la jet set aiment les gens d'esprit. Ça tombe bien, je suis un homme d'esprit. Alors, c'est mon fonds de commerce. Moi, je suis pas du coin, mais j'ai les mêmes habitudes que les Parisiens. Tout le monde en a parlé à retrouver Emmanuel Debrandt à Paris, dans un célèbre café parisien, entre petit déjeuner et rendez-vous professionnel. Je vais vous trouver un titre qui ira à tout le monde. J'ai rencontré Emmanuel Debrandt pour un projet de web radio pour lequel je souhaiterais qu'il devienne notre animateur phare pour une quotidienne, une matinale. Donc un projet qui semble plutôt bien lui correspondre, j'ai l'impression. Et Emmanuel Debrandt, pour moi en tout cas, c'est le dandy moderne et précieux et en même temps très rock'n'roll et une culture extrêmement large et surtout une patte qu'il nous faut pour ce genre d'émission. Pourquoi Emmanuel Debrandt? Je réponds, pourquoi pas? Merci. J'attends de tes nouvelles. D'accord, pas de soucis. Bye bye. Bonne journée. Au revoir. Et c'est en marchant qu'il file à son deuxième rendez-vous. L'occasion pour ce passionné d'art de garder l'œil ouvert, chercher l'inspiration à chaque coin de rue. Oh bah je suis à l'affût de tout, hein. Un journaliste à la base ne perd jamais sa curiosité, c'est une qualité professionnelle. Emmanuel rejoint les bureaux d'une grande enseigne parisienne de la mode pour hommes, pour laquelle il organise un grand événement. J'organise pour eux le 11 octobre une soirée de réouverture de leur grand magasin et c'est une fête moustache. Voilà. L'accueil moustache avec le petit studio de maquillage sur le rideau de fer qui est ici. C'est peut-être une fausse bonne idée. L'accueil se ferait là. Arrivé sur place, il prend tout en main jusqu'au moindre détail. Il y a des animations. Entouré d'une équipe tout acquise à sa cause. Et un grand concours. On est là pour s'amuser. Les fêtes à Paris, les ouvertures de boutiques, les choses comme ça.
il y en a ras la casquette. Plus personne ne veut se déplacer pour ça. Et je les comprends. Parce que ça tourne au pince-fesses marketing avec une vague coupe de champagne chaud. Moi, je dis stop. Non, mais recherche d'un impact très fort, c'est que tout le monde va être moustachu. Hommes, femmes, personnel, invités, tout le monde. La barbe n'est pas permise. Nous avons un barbier à disposition. Bon, je crois qu'on a tout vu. C'est Pimax. C'est un graffeur qui fait du pochoir très sympa. Ah, c'est curieux. C'est curieux. Bah là, on vient chez mon opticien qui m'a préparé une paire de lunettes toutes neuves. Car Emmanuel de Brandt, c'est aussi un look minutieusement étudié. Attention, monture de lunettes triée sur le volet. Voilà. Et c'est bien, c'est moi. Je suis... Ah, c'est sublime. C'est sublime. Ma personnalité. Ah, c'est sublime. Le maître approuve mon choix, je suis rassuré. Ouf. Bonne navigation. Ainsi paré, il file à son prochain rendez-vous portant sur l'organisation d'une expo d'art urbain. Ça va? Bonjour. Très bien. Donc là, on a Jack. Et dans l'après-midi, il y aura l'accrochage ici. Donc, c'est mieux qu'on reste en extérieur. Avec son association Tous pour l'Art, créée il y a 20 ans, Emmanuel promeut l'art sous toutes ses formes, avec la participation du public. Très bien, très bien. Ça, c'est Mouloud, le marchand de primeurs. Il y a son nom marqué dessus. Et c'est la doyenne de notre campagne d'art. C'est la doyenne, elle a 95 ans. Et elle va être affichée sur la mairie du 1er arrondissement. Quand elle a appris ça, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. C'est superbe. Quel bel hommage. Ça ne marche pas très bien leur skateboard. Salut Matt, à demain. Au revoir. Curieux de tout, ce gentleman parisien aime se réinventer à chaque projet. La lumière se rallume sur Emmanuel de Brandt. Emmanuel, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Très heureux d'être là, Thierry. Alors, vous êtes né le 17 mars 1964 sous le nom d'Emmanuel Sauvage de Brandt. Oui, oui, moitié sauvage, moitié civilisé. Le comte Emmanuel Sauvage de Brandt. Alors, les Sauvages de Brandt, c'est une famille de la noblesse pontificale qui date du 19e siècle, hein, c'est ça? En fait, on a rendu des services au pape d'Avignon il y a très longtemps. On est d'origine italienne pour une partie. C'était des Del Bianco qui sont devenus les Del de Brandt. Voilà. Alors, votre père, Guy Sauvage de Brandt, a longtemps été banquier chez Lazare, à New York. Votre mère, Marina de Brandt, très impliquée dans le mécénat culturel et caritatif. Et votre sœur, Pia de Brandt, est dans les événements haut de gamme. Hein. Oui, oui, c'est ça, les relations publiques. Voilà. Si vous avez un mariage organisé, une bar mitzvah ou quelque chose de très, très important, eh ben, il faut l'appeler, parce qu'il y a qu'elle qui le fait ça avec classe. C'est vrai. Alors, votre tante, c'est Anne-Emone Giscard d'Estaing, qui est née Sauvage de Brandt. Ça vous a aidé d'être parent avec Giscard d'Estaing dans la vie? On n'en a pas du tout profité parce qu'on a habité aux États-Unis pendant tout son mandat, donc c'était finalement pas plus mal parce que du coup on n'a rien pu nous reprocher. Alors justement, enfance à New York, vous dites New York était le centre du monde, j'en étais le petit prince. Oui, c'est vrai. Les Américains étaient très impressionnés par la noblesse, la nobility, comme ils disent. Et donc, il y a des gens qui demandaient à mes parents comment est-ce qu'on doit vous appeler, vos altesses, enfin, truc de fou, quoi. Et donc, on était un petit peu considérés comme de la royauté là-bas, puisque c'était un pays d'extraction récente. Et puis, en plus, c'est vrai que la parenté avec le président, plus le fait qu'on était dans le lycée français, mes frères et sœurs, ça faisait de nous un petit peu des surprotégés. Alors, le souvenir le plus marquant de votre enfance, c'est votre encéphalite virale à l'âge de 7 ans, qui vous oblige à tout réapprendre après. Oui, c'est quelque chose de très curieux. J'étais au lycée, je me souviens, je commençais à perdre l'équilibre. Donc, je tombais dans l'escalier, en marchant, je perdais l'équilibre, je tombais. Heureusement, ma pédiatre, le docteur Pomerantz, avait tout de suite
déceler ce que c'était. Et du coup, on a pu me soigner très rapidement et ça n'a laissé aucune séquelle. On dit d'ailleurs que les gens qui sont victimes d'encéphalite deviennent soit totalement idiots, soit le contraire. Je suis devenu idiot. Alors, scolarité donc, au lycée français de New York, ensuite à Sainte-Croix-des-Neiges. C'est quoi Sainte-Croix-des-Neiges? Sainte-Croix-des-Neiges, c'est l'annexe aérium de Sainte-Croix de Neuilly. C'est-à-dire qu'on va là pour prendre l'air, pour avoir bonne santé, etc. Puis comme moi, j'arrivais de New York, mon père s'est dit, c'est une bonne idée de le mettre un peu dans une espèce de sas de décompression dans les Alpes, avant qu'il arrive dans Paris, pour que ce passage de la ville mégalopole des années 70 vers la ville éternelle qu'est Paris se fasse plus facilement. Et je crois qu'il a eu raison. Lui-même y avait été avant moi, donc c'était une manière aussi de poursuivre dans la continuité. Alors ensuite Stanislas, des études de droit, Sciences Po, plus une licence de maîtrise en infocom. Alors là, c'est quoi? C'est formation, radio, télé, presse écrite? C'est ce qui m'a donné le goût du journalisme. J'ai commencé à me détourner du droit et de la science politique pour me plonger davantage dans les médias. Et le troisième cycle que j'ai fait m'a permis d'être immédiatement opérationnel en sortant. Et voilà, en sortant de la stage d'été au Quotidien de Paris chez Philippe Tesson, qui vous remarque et vous embauche, votre carrière de journaliste commence, mais ce qui est très intéressant et drôle, c'est pourquoi Philippe Tesson vous a viré quelques années plus tard. Vous étiez en charge des pages cinéma et vous avez fait un article sur le festival d'Avoriaz, titré « L'imposture Avoriaz » qui commençait par « Ça sent le sapin ». Oui. Et c'est vrai que ça a achevé le festival qui était déjà quand même à bout de souffle. Il était à bout de souffle et puis je crois que ça a été le prétexte qu'a saisi le conseil régional, départemental, etc. pour dire on arrête tout, on a fait la une du journal, c'était cité dans toutes les revues de presse, c'était calamiteux pour les organisateurs qui ont attaqué le journal en dommages et intérêts. Et là, Philippe Tesson m'a dit Emmanuel, je suis dans une situation financière difficile, je ne peux pas me permettre d'avoir 1 million d'euros de dommages et intérêts. Donc, je pense qu'il est mieux que vous vous en alliez et je pourrais arranger la chose. Alors, je lui ai dit, écoutez, d'accord, mais pas sans indemnité. Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Classe. Très classe. Alors, en tant que journaliste, vos faits d'armes, c'est vos années Vogue. Vous faites les pages L'œil de Vogue qui rendent compte des cocktails, des parties, des gossips de la jet set. Vous dites la vie parisienne comme un conte de fées ou de sorcières. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'était l'ancêtre de la presse People qui a complètement envahi les kiosques à journaux aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait que moi. Donc, Karl Lagerfeld disait, quand j'ouvre le Vogue, je commence par l'œil de Vogue, ce qui a assuré mon maintien dans le journal pendant assez longtemps. Et c'est vrai qu'il fallait connaître les 300, 400 personnes qui font l'animation de la vie parisienne. Et j'avais dans mon bureau, chez Vogue, tous les visages avec les noms en dessous, parce que j'avais un handicap, c'est que je me souvenais pas du tout des noms. Alors évidemment, c'est le rêve, parce que il y avait les shootings avec Mario Testino, qui est un compagnon tout à fait agréable. Ensuite, c'était un passeport pour la nuit ultra chic. Et puis, c'était quand même une carte de visite pour amasser des mannequins, non? Oui, ça, c'est certain. Je veux dire, les mannequins, elles me mangeaient dans la main dès que je sortais le mot Vogue. J'avais même pas fini, je disais Vogue. Vogue. Alors, vous croquerez les turpitudes de ce petit milieu dans 2 films, Jet Set 1 et Jet Set 2. Le réalisateur Fabien Antoniente voulait faire un film sur ce phénomène des petites photos, les gens qu'on voit dans les magazines, c'est qui? Mais j'étais très perturbé parce que pendant qu'il faisait sa recherche sur le secteur, j'étais au courant qu'il avait vu tous mes concurrents, de Agathe Godard à Stéphane Bern, à je ne sais pas qui, et pas moi, Michel Stouvenot, tout le monde. Et donc je me disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'ignare? Il devrait venir me voir, moi, je suis le meilleur. Et en fait, j'ai compris après pourquoi, parce qu'il avait déjà un personnage dans le film qui était inspiré de moi. Donc il voulait pas me voir. Et puis finalement, j'ai accepté d'écrire mon propre rôle pour un autre. Voilà. Alors, c'est là que vous êtes invité à la ferme Célébrité, dans la première saison, la meilleure. Oui. Quels souvenirs vous en gardez?
très pénible parce que je voyais une machine à broyer. D'abord, on a essayé de me recruter pour participer à l'émission. Oui, mais en fait, vous étiez invité. Oui, on a essayé de me faire candidat. Il n'en était pas question parce que je connaissais le système et je savais très bien que je n'en sortirais pas indemne. Donc, j'ai laissé courir la négociation pour voir jusqu'où il serait capable d'aller. On est quand même allé à des sommes tout à fait intrigantes, je dirais, de 25 000 € par semaine, des choses comme ça. C'est quand même pas rien. Et puis finalement, j'ai dit non, mais en revanche, comme Giscard disait oui, mais moi j'ai dit non, mais non, mais si vous avez besoin de moi pour quelque chose sur le programme, je suis ouvert. Voilà. Et donc du coup, ils m'ont demandé de venir en guest pendant une semaine. Voilà, c'est la célébrité, évidemment. Quelles ont été les réactions de votre famille, de votre père, par exemple, devant cette célébrité apportée par Vogue, par TF1 ? C'était pour eux, je crois, naturel, parce qu'ils m'ont toujours vu très extraverti, capable d'animer une conversation, m'intéresser à tout le monde, et puis ça faisait partie d'une extension de mon métier de journaliste. Donc là, je devenais un peu plus hableur et animateur, plus que journaliste. Oui, vos parents n'ont pas été spécialement surpris qu'un Brandt... Non. Et pourquoi est-ce que ça nous serait interdit? Avec les médias, comment ça s'est passé? Je pense que tout le monde trouvait ça plutôt sympathique. Au contraire, j'avais apporté un vent de fraîcheur dans cette première édition d'un jeu qui défrichait un peu le terrain en France. C'était la première émission avec des célébrités qui étaient enfermées dans un huis clos jusqu'à s'étriper. Donc tout le monde était en attente. Et donc finalement, cette espèce de fraîcheur et d'esprit positif, je crois, a été bien accueilli par le public qui me faisait des ovations ensuite quand j'ai quitté l'émission pour aller sur le plateau. Dès que j'ouvrais la bouche, c'était bravo. Enfin bon, c'était un peu ridicule. Vous avez gagné de l'argent? Pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Je suis pas un homme d'argent. Ouais. Non. Vous avez trouvé l'amour? J'ai trouvé l'amour, oui, plusieurs fois dans ma vie. Ouais. Ça veut dire qu'on la perd et puis on en retrouve. Voilà. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai mon cœur qui est à prendre, mais voilà, ça ne veut pas dire que j'ai pas des relations quand même. Ouais. Alors, quel a été le meilleur moment de toute cette époque, Vogue, la ferme célébrité, etc.? Le début de ma période Vogue où, en même temps, il y avait mes potes Edouard Baird et Ariel Wiesman qui étaient à Nova, qui faisaient une émission mythique qui s'appelait La Grosse Boule, et dans laquelle ils m'avaient demandé de faire justement ce que je faisais pour Vogue, mais avec des petits dictaphones. Il n'y avait pas encore les smartphones, sinon je me serais régalé. Mais du coup, je voyais Jean Rochefort, je voyais je sais pas qui, et puis je les ai interrogés, on tournait un peu en dérision, et tous les lundis matins, je venais les voir pour démarrer leur semaine, parce qu'ils faisaient l'émission de 6h à 9h du matin, donc dans un état parfois un peu spécial, et ça me donnait l'énergie pour toute la semaine. Le pire moment, c'était quoi? Mon premier et unique licenciement de chez Tesson avec le Quotidien de Paris, parce que c'était un acte manqué. Ce papier d'Avoriaz, ça faisait déjà plusieurs semaines que j'en avais un peu marre de la routine du quotidien, et puis de mes chefs qui n'étaient pas pas à la hauteur que j'aurais espéré. Et donc, bon, c'était un acte manqué. Donc, voilà, il y avait un côté passif dans cette perte d'emploi qui ne s'est jamais reproduite. Vous dites que la jet set pardonne tout. Les peines de prison, les faillites multiples, la morale élastique, les drogues illicites, tout sauf la publicité non autorisée et les photos non validées. Et cela vous vaudra de la part des jet-setters un certain ostracisme ensuite, non? On m'a très souvent soupçonné de faire des choses manipulatoires. Alors on me voyait arriver dans une soirée, les gens se sont dit « Oh là là, il faut faire attention à ce qu'on dit, etc. » C'est-à-dire qu'à l'époque, vous aviez un site qui s'appelle jetseat.com. Qui baise qui dans la jet set? Il y avait aussi cette affaire, oui, c'est vrai. On avait lancé à l'époque du film Jet Set un site dont j'étais responsable, et il y avait une section petite annonce. Donc il y avait des tas de gens qui cherchaient du boulot, qui disaient « Je suis chauffeur de maître, etc. Gardien pour votre propriété, va savoir quoi, promeneur pour vos 12 chiens. » Et puis, on n'avait pas de filtre.
on n'avait pas mis en place un filtre. Et donc, il y a des gens qui se sont un peu lâchés et qui ont mis des trucs sur Caroline Barclay, Régine, et puis je sais plus qui d'autre. Et Régine l'a très mal pris parce que c'est vrai que... Mais l'annonce, c'était drôle. Si je m'en souviens bien, c'était quelque chose comme si vous avez besoin de moi, d'un service, laissez parler les petits papiers, entre parenthèses, Pascal. Ce qui était les billets de 500 francs. Bon, elle l'a très mal pris. Elle a très mal pris, elle vous a souffleté en vous disant on t'a nourri, on t'a servi à boire. Alors ça, c'est terrible. C'est un propos de gargotière. Vraiment. Parce que c'est même pas vrai. J'ai jamais touché un flèche de cette dame qui a été un monument de la nuit parisienne et internationale d'ailleurs, un grand nom de la chanson. Elle n'aurait pas dû s'abaisser à m'accuser gratuitement comme ça, surtout devant les caméras de télé. Alors aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, Œil de Vogue, tout ça, non? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Vous avez de la rancune contre quelqu'un, contre Régine, par exemple? Non, pas du tout. J'aurais de la rancune contre ceux qui, éventuellement, en auraient contre moi. Oui. Mais maintenant, je suis un peu oublié, donc on me laisse tranquille et je laisse tranquille les autres. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? J'apprendrais peut-être un peu plus tôt dans la vie à dire non, parce que finalement, j'ai été très disponible, toujours. On me téléphonait, on me disait... Comme j'étais freelance en quittant le quotidien de Paris, après, il fallait que je gagne ma croûte, donc j'acceptais tout. Et je prenais une collaboration avec Delarue, un truc avec Gala, machin, et je disais oui à tout le monde. J'arrivais à 12 jobs. On se perd un peu dans cette... Et finalement, je pense que j'aurais été peut-être plus heureux d'apprendre plus vite à dire non, parce qu'on gagne davantage le respect quand on refuse que quand on accepte. C'est vrai, c'est vrai. Le jour où vous allez mourir, Emmanuel, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe? Au mieux, je suis aux cieux. Au pire, je suis vampire. Ah, c'est bien, ça, bravo. Ça serait pas mal. Ah, c'est très, très bien. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Emmanuel. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était Tout le monde en a parlé. Amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.